La grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, as-tu déjà vu? En même temps que as-tu déjà lu? Oh my God! Et on va parler de quoi? On va parler de Fear Street. C'est une collection de livres anglophones. Je sais que euh, ça peut être un peu complexe pour nos personnes francophones, mais vous allez comprendre pourquoi c'est relevant assez bientôt. Fear Street, qui se traduisait par Rue de la Peur, mais comme la collection n'a jamais été traduite en tant que collection, il n'y a pas vraiment de nom. Mais je vais vous expliquer, certains des livres ont été traduits en français, mais je vais vous expliquer comment un petit peu plus tard. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord, parce que là, j'arrête pas de parler, puis mon invité est là, ouais, il m'a dit de pas parler tant qu'il ne m'introduit pas. Tu sais, ce que je fais. Fait que je vais l'introduire pour lui donner le droit de s'ouvrir la gueule, tu sais. Donc, on va poser à notre invité du jour la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis nouvellement papa d'un nouveau chaton qui risque de faire son apparition plus tard. Euh, Il est tellement cute! Dis à mes maladreuses comment comment tu l'as appelé. oui, fait que c'est une. Qu'est-ce que tu manges? Non, arrête de manger ça. Excuse. Son nom, c'est VHS, comme un VHS, mais on l'appelle H comme diminutif. Euh, Elle ok. est tellement cute, pour être honnête, guys. Mais comme vous le savez, mes maladreuses préférées, je suis une pute à chat. Je crois que je ne vous apprends rien. Moi, les chats, et quand j'ai été voir Jonathan en fin de semaine passée, Mhm. j'ai rencontré bébé chat et j'ai demandé à mon coloc quand est-ce qu'on se prend un troisième chat. Il a répondu jamais. Mm. Donc, oui, tout le monde, si vous voulez, vous pouvez lancer des roches à mon coloc si vous le voyez dans la rue. Je peux aussi soumettre des chats au Patreon de David. David, faut que tu fasses un Patreon à chat. Ou si vous avez des chats, invitez-moi chez vous. Écoutez, moi, je suis toujours là pour les chats. Donc, sans plus tarder, on va embarquer, écoute, dans les séries de livres Fear Street. Je veux commencer par les livres parce que les livres sont venus avant la trilogie de films. Donc, Mhm. je voulais commencer par ça. Je sais que de ton côté, toi, Jonathan, les livres, tu les as pas lus. Non, mais ça a été écrit par R.L. Stein, je pense. Oui, exactement. R.L. Stein, qui est le même qui a écrit la série de livres que tout le monde connaît probablement, Chair Oui, de chair de poule. poule. Ouh! Donc, il y Ouh. a eu aussi une série télé là, qui est sortie, 2 films qui sont sortis. Netflix va faire une télésérie, Goosebumps, le remake là, d'une télésérie. Tu sais, Ouh. c'est... Chair de poule, c'est quand même connu. Goosebumps, Chair de poule. Ouais, ouais, ouais. Donc, Fear Street, c'est quoi et pourquoi est-ce que ça n'a pas été traduit en français de façon littérale? On va revenir là-dessus. Donc, Fear Street, c'est un peu une collection dans le même style que Chair de poule, mais ça s'adressait à un auditeur un petit peu plus âgé, un petit peu plus adolescent. Mhm. On s'entend que Chair de poule, c'est tout le temps, c'était comme entre 8 et 12 ans, mettons. Mhm. Puis Fear Street, ça, c'était plus genre de 12 à 16 ans. T'sais? Et il y a eu une première collection qui s'appelait tout simplement Fear Street, qui était plein de livres. Il y en a eu 53 exactement. Et en gros, c'était tout le temps le même type d'histoire. Ça se passe toujours dans la même ville qui est Shadyside. Et c'est tout le temps, ça suit toujours des adolescents, évidemment, qui leur arrivent des choses. On va dire que 50% du temps, c'est un petit peu la même recette. On suit un personnage que ses amis se font tuer puis par quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui, puis on essaie de découvrir c'est qui. Tu sais, Mhm. du bon slasher adolescent. Mhm. Par contre, c'est entrecoupé de petits bijoux qui sont d'autres choses comme, je pense entre autres à The Sleepwalker, qui est une histoire un peu plus de sorcière.
ou d'hypnotisme qui tourne mal, Secret Admirer, où c'est une histoire de stalking, ou le Best Friend, que c'est une histoire de une fille qui fait semblant d'être la meilleure amie de quelqu'un, mais au point où tout le monde commence à la croire, puis elle fait toute une espèce de scheme pour genre faire à croire que la fille a essayé de la tuer, mais c'est pas vrai. Genre, toute une Fait que espèce Mean de Girls. Mean Girl, mais avec la bonne fille qui finit dans un asile psychiatrique, tu sais. Ah! Comme... Fait que Mean Girls. C'est ça. Okay? Ou, par exemple, il y a des choses un peu moins qui sont pas nécessairement slasher, mais plus genre, je pense par exemple à The Wrong Number, que c'est deux filles qui font des pranks au téléphone et ils appellent une ligne, puis qui répond, c'est la personne qui répond « Aidez-moi, aidez-moi, il va me tuer », puis ils entendent le meurtre au téléphone. Tu sais? OK. Fait que c'est entrecoupé de petites histoires comme ça qui sont différentes et tout ça, mais ça a toujours le même lien qui est Fear Street ou Fear Forest ou Fear Cemetery. Ça a toujours rapport à un petit quelque chose là-bas. Mais des fois, c'est comme un petit élément de rien du tout, genre comme des fois, ça va juste être mentionné « Ah, je viens de passer par la rue Fear Street. » Des OK, fois, fait que, c'est vraiment pas un gros élément, là. OK, fait que des fois, c'est plus un clin d'œil que d'autres choses pour signifier que ça fait partie de la même place. Genre. Exactement. Parce OK. que Fear Street, c'est une rue. Puis sur la rue, il y a aussi une forêt, il y a un cimetière, puis il y a un lac. Fait que, puis il s'appelle tout Fear quelque chose. T'sais. Grosse rue. Ouais, c'est une. Euh, Comme c'est dur à l'imaginer parce que, tu sais, des fois, tu t'imagines que la rue, c'est une affaire, puis finalement, là, tu es encore, ah, il y a une forêt sur Fear Street, OK. Ah, puis c'est une forêt où tu peux aller faire du camping loin du monde, fait que c'est une crise de grosse forêt. Ah, puis il y a un lac. Ah, puis il y a une place où il y a des chalets aussi. OK. Fear Street devient toujours de plus en plus grande. Genre, comme... Finalement, Fear Street, c'est comme la moitié de la ville, tu sais. c'est la rue principale, finalement. C'est ça, exactement. Mais y a-t-il une grosse différence entre les chairs de poule puis les Fear Street? Genre, Ben, qui les sépare? oui, ben, c'est surtout au niveau du ton du livre. OK. Les Fear Street sont beaucoup moins enfantins. Hmm. Tu sais, quand tu compares avec les chairs de poule au niveau lecture, tu vois que c'est pas écrit pour la même démographie. T'sais. OK, OK. Je veux dire, moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est sûr que les deux, je les trouve enfantins. Mhm. Mais, tu sais, de mon côté, je dirais chair de poule, c'est pour les bébés, puis je dirais Fear Street, c'est pour les enfants. OK. Fait que quand tu passes de chair de poule à Fear Street quand t'es jeune, t'as vraiment l'impression de passer à une autre étape, genre. C'est ça, exactement. T'as maturé dans la type de lecture d'horreur que tu fais, là. Ouais, ouais. Puis j'imagine que est-ce que tu dirais que Fear Street se donne plus de droit à aller un petit peu plus genre sanglant que les chairs de poule? Ben, la meilleure façon de comparer les Fear Street, c'est de les comparer aux livres Frissons québécois. OK. La collection de livres Frissons. Et justement, une chose que je voulais mentionner, certains livres Fear Street ont été traduits en français et ont été mis dans la collection Frissons. Ah ouais! Oui. OK. Donc, ils n'ont pas sorti les livres en ordre, puis ils n'ont pas tous sorti, mais je pense qu'il y a 2-3 livres qui sont de la collection Frisson que c'est traduit justement De Fear Street. de Fear Street. OK. Intéressant. Je savais pas ça. Une autre façon aussi que Fear Street a été traduit en français, c'est dans la série J'ai lu. C'était une collection qui s'appelait Peur bleue pour jeunes adolescents. C'était tous des livres d'horreur pour adolescents. Et ils ont traduit quelques-uns des Fear Street aussi. OK. Fait que, dans le fond, c'est que les Fear Street ont été traduits ici et là, mais jamais dans une collection complète. OK. OK. Fait que, tu sais, c'est possible pour toi de trouver The New Girl en français, mais justement, Mhm. The New Girl, lui, il a été traduit dans la collection Frisson. OK. La nouvelle que ça s'appelle, la nouvelle venue ou la nouvelle que ça s'appelle, justement. Fait que lui, tu peux le lire. Puis il y en a d'autres que tu peux les lire dans Peur bleue, tout ça, ou je sais qu'il y a là, la troisième, je ne me rappelle pas, mais il y a une troisième collection de livres d'horreur pour adolescents qui a aussi traduit quelques Fear Street. OK. Quand même. Ils n'ont pas tous été traduits. Ils ont pas tous. Je dirais que
Parce que là, je vous ai parlé de la première collection Fear Street, on s'entend, là, qu'il y en a 53, mais il y en a d'autres aussi. Là. C'est ça que je vais décrire après. Mais je pense qu'il y a juste une vingtaine de livres au total de livres Fear Street qui a été traduit. OK. OK. Selon toi, est-ce que tu penses qu'il aurait gagné à les traduire? Moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça parce que je les aurais lus. OK. Personnellement, j'ai commencé à toutes les acheter, à essayer de les acheter en ordre pour pouvoir les lire. C'est un peu dur à trouver parce qu'il faut que tu fasses beaucoup de magasins en ligne de livres d'occasion. Puis il y en a qui valent la peau du cul, puis je ne vais pas payer 300$ pour un livre de même non plus. Non, mais je sais Mais qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment que tu avais acheté. ben, justement, ça, c'est une bonne chose. Ils ont, tranquillement, pas vite, ils sont en train de rééditer quelques-uns des livres Fear Street, tranquillement, pas vite, justement parce que les 3 films ont pogné. Merci les films. Ils ont sorti seulement en anglais, par contre, pour le moment. Ils ont sorti un livre Fear Street, qui, dans le fond, c'est les 3 premiers livres de la série Fear Street dans un livre. OK. Qui est comme, là, je l'ai ici, mais j'ai comme, je ne peux pas le montrer, là, je ne sais pas où est-ce que je l'ai serré dans ma bibliothèque, là. Bah, c'est Mais c'est correct, quand c'est même un correct. bon livre, là. Tu sais, c'est les 3 premiers en un. Et ils ont sorti le 3e livre, là, ils ont fait une édition en 2022 qui est sortie le 6 septembre, justement, là, ce mois-ci, du 4e livre. OK. Fait que je ne sais pas s'ils vont faire ça pour toute la collection ou pas, Mhm. mais c'est cool. Comme, c'est sûr que si je peux avoir ces livres-là, je vais les prendre. Là, parce que des nouvelles éditions, c'est toujours le fun. Oui. Ensuite, il y a eu Fear Street normal s'est arrêté et il a commencé à sortir les Fear Street Super Chiller. OK. Ça, Les ça avait-tu changé beaucoup dans le format? c'est pas que ça n'a pas changé au niveau du genre d'histoire que c'était. C'est comme des Fear Street normales, sauf qu'au lieu d'avoir entre 200 250 pages, ben, il y avait comme 350-400 pages. C'était des OK. plus grosses histoires. OK, OK. C'est Pour pour ça ceux que c'est qui un apprécient. super chiller, genre. C'est ça, exactement. Fear Street OK. Super Chiller. Mais même type d'histoire. Par exemple, il y a une affaire Oh, que je vais parler après, quand on va parler des films, parce que tu je vous parlais des. invite à switcher à la version vidéo. Oh, voilà le petit bébé chat! C'est bon, OK. tu peux continuer. Et justement, tu voulais que je parle d'Easter egg, puis j'ai dit, il n'y a pas vraiment d'Easter egg, mais dans les films. Mais qu'on parle des films, je vais parler de Fear Street Super Chiller parce que je viens d'allumer qu'il y a un crise de gros Easter egg. Oh, OK? Puis ça, c'était la même chose, sauf que c'était, comme je vous dis, c'était des plus gros livres. OK. On saute encore un petit peu. Ils ont sorti une trilogie qui s'appelle Fear Street Cheerleader. Puis dans le fond, c'est 3 livres, puis chaque livre, c'est l'histoire du même groupe de cheerleaders. Puis à chaque fois, il faut qu'ils se battent contre un démon qui possède une des cheerleaders. OK. OK. Encore une fois, cette trilogie-là va être rééditée, elle est censée sortir en octobre. Cette trilogie-là va être rééditée en un seul livre au mois d'octobre. OK, quand même. Oui. Parce que après ça, ça devient beaucoup des trilogies de livres qui se sont mis à sortir, sauf pour une chose que je vais revenir. Ensuite, ils ont sorti Fear Street Saga Trilogy. Ça, Fear Street Saga Trilogy, ça se passe dans le passé. Et ça explique un peu qu'est-ce qui a rendu Fear Street aussi horrifique, puis qui fait que tout le monde veut Street, puis qu'il y a autant de fantômes, puis qu'il y a autant de tout ça. Et ça fait un peu comme la série de livres où ça revient dans le passé, puis tout ça. Mais on apprend que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait. Et là, ils ont fait une erreur, selon moi, en sortant une autre série qui s'appelle Ghost of Fear Street. OK. Là, c'est plus pour adolescents, on retombe à Goosebump. OK. C'est comme si il s'était dit, ben, on va faire un Goosebump, mais dans le monde de Fear Street. Là, c'est plus du tout des adolescents, c'est des enfants entre 7 et 8 ans. Puis c'est plus des affaires de monstres, puis des affaires, puis c'est plus drôle, c'est plus comme, c'est moins peurant, c'est moins intense. OK. Selon moi, celle-là, ça m'a comme un peu déçu. Puis j'étais comme, ben là, je veux pas lire des Goosebumps. Là. Si je voulais lire des Goosebumps, je lirais des Goosebumps. Là. Ouais. Mais il en sortait-tu encore des Goosebumps à ce moment-là? Oui, OK. Fait que c'était juste comme.
C'est ça, Poche. c'est juste que je pense qu'il a essayé d'aller chercher une autre démographique. Et est sortie la série de 3 livres, encore une fois, 99 Fear Street, qui est 3 livres. Les 3 livres se passent à la même adresse sur Fear Street. OK, pas en année 99. Non, c'est ça. C'est 99 Fear Street. C'est que c'est 3 histoires d'horreur dans 3 familles différentes, mais les 3 se passent à la même adresse sur Fear Street. OK. Après ça, tu as eu Fear Street Cataluna Chronicle, qui est une famille un homme et une femme qui sont vraiment diaboliques puis qui adoptent des adolescents puis qui font des affaires pas correctes. Encore une fois, 3 livres, 3 histoires. Et là, ils ont fait une série spéciale de 12 livres qui s'appelle Fear Street Seniors. OK. Fear Street Seniors, je vais être honnête, c'est la seule série que j'en ai lu aucun dedans encore parce que j'ai pas réussi à les trouver. C'est-tu seniors, genre la dernière année du secondaire, ou est-ce que c'est seniors, genre ça se passe dans une maison de vieilles personnes? Non, la dernière année de secondaire. Imagine une maison de vieilles personnes hantées. Ça aurait été concept. Oui. Mais dans le fond, c'est ces 12 livres et c'est le premier livre. Ça commence avec, il y a une malédiction qui dit que toute la classe de seniors de cette année-là de Shadyside High vont toutes mourir dans d'atroces souffrances. OK. Puis dans le fond, c'est que les 12 livres, c'est l'histoire de choses qui arrivent aux personnes de cette classe-là. OK, quand même. Fait que, tu sais, quand même un bon concept. Ensuite, il est sorti une autre série, Fear Street Saga. OK. Ça, il y a eu environ 17 livres dans cette série-là. Mais ça se passe tout dans le passé. OK. Est-ce que c'est dans le passé avant l'autre qui était déjà dans le passé? Ou est-ce que Oui, OK. c'est un peu partout. C'est un peu partout mélangé, mais ça explique pourquoi il y a plein de différentes curses dans Shadyside. Ça explique beaucoup qu'est-ce qui a créé comme l'amalgame de violence, de meurtre, de psychose à Shadyside. Mais c'est souvent relié à la famille Fear. Maintenant, au lieu d'être la rue elle-même, c'est la famille Fear. Mais des fois, comme le lien est vraiment faible, genre, j'ai parlé à telle fille qui s'appelait Fear hier. Des fois, le lien est faible, tu sais. OK. Mais C'est un petit peu genre j'ai passé à côté de la rue Fear. c'est ça, OK. exactement. Mais ça se passe tout dans le passé. Puis OK. des fois, il essaye d'expliquer des choses qui se sont passées dans les anciennes séries. Fait que, tu sais, des fois, c'est assez subtil. Il faut que tu connaisses l'ancienne série pour savoir, hey, attends, c'est de là que ça vient, ça. OK. Fait que, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, je te dirais qu'il faut que tu les lises après avoir lu toutes les autres. OK. Ensuite, ils ont sorti une autre série qui s'appelle Fear Street Fear Park, qui est 3 livres qui se passent dans le même parc d'attractions. Ah, OK, parc d'attraction. Oui, parce que là, il y a un parc d'attractions dans Fear Street. Là. Il est rendu encore plus gros, Fear Street. Là. Ben oui, ils ont rasé la forêt puis ils ont mis un parc d'attraction. Exactement. Mais tu sais, l'affaire, c'est que ça évolue tout le temps, Fear Street. Il ne faut pas oublier. Fear Street, Fear All, que c'est... je vais être honnête, j'ai pas lu ceux-là, donc j'ai aucune idée de c'est quoi, mais c'est une autre trilogie. OK. Dans les années 2000, ils ont sorti le New Fear Street, qui était juste 4 livres. Ils essayaient de repartir la série parce que ça faisait quand même un petit bout. Parce que là, tous les livres que je vous ai parlé, là, c'était dans les années 85 à 99, mettons. Genre. Okay? Et là, dans les années 2000, ils ont essayé de repartir New Fear Street avec juste 4 livres, mais ça n'a pas trop pogné, malheureusement. C'était 4 livres, puis ça faisait juste comme un peu la continuation de la première série, dans le fond. OK. En 2005, ils ont sorti une trilogie Fear Street Night. Un peu moins bonne parce que là, on embarque dans les vampires à l'os, puis moi, ça, je trippe un peu moins. Mais quand même intéressant. OK. Mais on dirait qu'ils ont essayé de surfer sur la vague populaire de vampirisme. Là. Avec Twilight puis tout. Ouais, exactement. OK. Et ensuite, ils ont, dans les années 2015, on saute quand même plusieurs années, là, ils ont essayé de repartir la série encore une fois avec 6 livres. Je les ai tous lus. Et encore une fois, chaque livre essaye de montrer
un peu qu'est-ce qui était la série Fear Street avant. Tu sais, OK. genre comme les 6 livres sont vraiment différents les uns des autres, OK. mais on dirait que c'est comme si il avait fait comme OK, ici on va vous montrer le côté slasher de Fear Street. Ici on va vous montrer le côté fantôme de Fear Street. Ici on va vous montrer le côté curse de Fear Street. Chaque livre se concentre un peu comme sur un côté différent de Fear Street, ce qui a rendu ça quand même très intéressant pour être honnête. OK. Fait que c'est comme une série qui t'aide à faire un petit peu un survol de tous les genres qui ont été adressés dans les First Street, genre. Exactement, exactement. Ça pourrait être un bon point de départ pour quelqu'un, tu sais, qui veut les commencer parce que à ce moment-là, ça donne une bonne idée de savoir si c'est quelque chose qui t'intéresserait à lire pour le reste. Tu sais. Oui, exactement. Mais tu sais, et les derniers Fear Street qui sont sortis en 2019. Et OK. c'était 3 livres qui s'appelaient Return to Fear Street, qui, dans le fond, ils ont essayé vraiment d'aller dans le côté nostalgique, encore une fois, Mhm. où c'est comme s'ils avaient pris 3 anciennes histoires déjà faites, OK. mais qu'ils l'avaient réécrit au goût du jour, genre. OK. Fait que c'est pas dans le sens genre, ah, j'ai pris The New Girl puis je l'ai réécrit. C'est plus comme, j'ai pris le concept de The New Girl puis j'ai fait une nouvelle histoire avec le concept. OK. Fait que c'est pas genre remanché, mais c'est plutôt genre rebooté, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est quand OK. même intéressant, t'sais. Ouais. Et ça, ce sont les derniers Fear Street qui sont sortis. Ça, c'est vraiment ça pour ce qui est de la collection de livres. Hey, j'ai parlé vraiment beaucoup, hein? Je suis vraiment désolé. D'habitude, c'est mon Ben non, invité mais qui c'est parle, mais correct. là, là c'était moi. Et moi, personnellement, les Fear Street, c'est quelque chose que j'adore déjà lire à la base. Mais les Fear Street, j'étais vendu. J'avais déjà lu, quand j'étais plus jeune, sans le savoir, dans la collection Frisson, dans la collection Peur Bleue, dans l'autre collection, j'avais déjà lu, tu sais. J'avais déjà fait le lien de « Ah, il parle souvent d'une rue comme bizarre, nanana. » OK. Et quand j'ai été assez vieux pour utiliser Internet et comprendre que c'était la même affaire, j'ai capoté ma vie. Et quand j'ai été assez vieux pour commencer à pouvoir m'acheter les livres tranquillement, pas vite, ben je l'ai fait, tu sais. OK. OK. Sauf que l'affaire, c'est que j'essaie de les acheter en ordre de sortie. Puis, écoutez, je pense que j'en ai juste une vingtaine pour le moment, mais c'est parce que des fois, genre, ça peut prendre 2 ans avant que je trouve un des livres, tu sais. Mhm. Comme, c'est ça. C'est pas évident comme job de collectionneur quand tu essaies de collectionner quelque chose qui est sorti il y a 20 ans, tu sais. Ben, c'est ça, ben, 20 ans. On parle d'une trentaine d'années, là. Je veux dire, il y en a. Le premier Fear Street est sorti en 1988, là. OK. Ouais. Tu sais, c'est quand même ça. C'est sûr que je dois aviser. On s'entend que c'est des livres qui ont été écrits dans les années 80-90. OK. Dans ma relecture des livres, je n'ai pas vraiment vu de choses qui sont problématiques intensément. OK. Mais pour quelqu'un qui va lire ça aujourd'hui, le rôle des garçons et des filles sont très définis. Mm. Un garçon, c'est comme ça, une fille, c'est comme ça, puis un peu comme toutes les œuvres des années 80-90, si on veut. Là. Fait que, tu sais, il faut quand même faire attention, puis c'est pas très diverse, tu sais, c'est pas... C'est tous des petits blancs, là, hein? C'est Ah, pas... ouais. Puis la Fait que c'est plupart... oui, c'est pas tant que ça a mal vieilli, autant que c'est comme très ancré dans le temps que c'est sorti, tu sais. exactement. OK. Et phénomène important et qui va peut-être te faire comprendre un petit peu les films, 99,9% des personnages principaux féminins ont tout le temps les cheveux roux. Je ne sais Ça pas se ce que peut. R.L. Stein avait avec les femmes aux cheveux roux, mais je te dis, j'exagère peut-être avec 99,9%, là, mais je te dirais au moins 80% de ces personnages principaux féminins ont les cheveux roux. Ben, je me dis que ça joue peut-être un petit peu sur le stéréotype que les femmes rousses sont plus tu sais, sont plus battantes, tu sais, sont plus Ouais, farouches. Fait que, comme, un peu peut-être que plus ça fait que rebelle, un peu plus... un peu plus, je vais dire fuck you aux démons, tu sais. Mais tu sais, souvent, ils vont décrire le personnage principal, c'est tout le temps une fille qui est comme Ah, j'ai les cheveux roux. Puis elle a tout le temps une amie qui est plus belle qu'elle parce qu'elle est blonde. Puis elle a tout le temps une amie plus intelligente qu'elle qui a les cheveux bruns ou noirs. Tu sais, OK. comme ça reste très stéréotypé. OK, OK. Stéréotypé. 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 Stéréotypé.
Excuse, je veux pas rire. Stéréotypé. Oui, stéréotypé. Donc, on vient de passer 20 minutes sur moi qui fait un monologue sur les livres, C'est vrai qu'on peut mais passer 40 sur avoir une conversation sur les films. exactement. Mais dans le fond, c'est juste ça parce que je voulais pas. Avant qu'on parle des films, je voulais vraiment parler des livres parce que un peu, puis je vais expliquer un peu pendant qu'on parle des films. Oui. Mais c'est la première fois que je vois des films qui, en étant totalement différents du livre, ont quand même gardé 100% l'essence des livres. Genre. Autant que c'est pas une adaptation précise des histoires des livres, autant que l'esprit est entièrement là. Exactement. Ouais. Donc, maintenant qu'on a parlé des livres, moi, si vous voulez, pour ceux qui sont des grands lecteurs, vous pouvez peut-être essayer de trouver dans des librairies d'occasion. Vous allez peut-être en revoir avec des frissons ou des peurs bleues. Là, la troisième collection, je ne me rappelle vraiment plus, mais c'est pas grave. Mais vous allez peut-être être capable d'en trouver. Sinon, si vous voulez lire en anglais, je le sais qu'ils en ont ressorti plusieurs sur Kindle aussi, là, si vous ne voulez pas payer la peau des fesses pour avoir la version papier. Là. Mhm. Donc, les films. Moi, premièrement, je veux parler de mon émotion quand j'ai appris qu'il allait faire les films. Vas-y. Quand j'ai appris, moi, je suis sur un site qui dit quels films d'horreur sont rumeurs, quels films d'horreur vont peut-être arriver, quels films d'horreur, tout ça. Et quand j'ai vu la nouvelle, il va y avoir des films, non pas seulement un, mais 3 films Fear Street. Ma réaction a été c'est même pas une blague. Je sais pas si tu as crié pour vrai. Oui, Ok, t'as tellement fait de bruit que le son coupé. pour vrai. Oui. C'était très Écoute, drôle. je te jure, j'étais excité. J'ai genre, puis tu sais, je suis là, je parle à mon coloc, je suis comme, oh mon Dieu, ils vont faire ça. Puis mon coloc qui n'a jamais lu un livre de sa vie qui est comme, ou un pis. Mais c'est très important. Ah, Les Fear Street ont été annoncés puis sont sortis en fait en 2021, soit l'année passée. Et pour ceux qui sont assidus et ont une bonne mémoire, a déjà été une recommandation qu'on a sortie dans ce même podcast-ci. oui, Et c'est ça. En fait, ça a été tout un événement que Netflix a décidé de faire, puis a décidé, en fait, tu sais, c'est pas la première fois qu'on fait des trilogies de films d'horreur, on oui. s'entend, mais c'est la première fois que Netflix essayait un nouveau format, où est-ce que ils ont sorti les films un après l'autre, dans la mesure où ils ont fait Fear Street partie 1, 1994, qui est sorti en tout cas, une semaine pendant le mois de juillet, je ne me rappelle plus c'était quand. Puis après ça, la semaine d'après, ils sont sortis avec Fear Street 2, 1978, pour finir après ça sur Fear Street partie 3, 1666. Donc, ça a été vraiment quand même quelque chose de nouveau parce que autant que ça se lie au binge culture, autant que ça permettait de space out pour vraiment apprécier puis monter la tension. Puis ce que j'aimais de ça aussi, le fait que les 3 films, je pense qu'ils sont sortis à genre quelques jours de différence, là, comme, À une semaine précisément. c'est ça. Je trouve que ça faisait justement collection de livres, genre livre 1, Oui, livre 2, livre 3. Ça fait un peu comme Fear Street a fait souvent dans les livres qu'on parlait tantôt. Ils ont fait plusieurs juste petites trilogies. ouais. Est-ce que tu veux qu'on commence par Fear Street Part 1, 1994? Oui, oui, je pense que ça va être une bonne idée. Dans le fond, ce qui est vraiment cool, puis qui est vraiment une bonne idée, en fait, avec les Fear Street, puis ce qui a été quand même assez révolutionnaire, c'est l'idée que, autant comme la série de livres qui explore différents genres d'horreur, la réalisatrice s'est vraiment donné le défi, en fait, de faire 3 films d'horreur qui se basent sur des stéréotypes d'horreur qui sont entièrement différents. Fait que ce qui fait que autant qu'on a une histoire qui est reliée à travers plusieurs décennies slash siècles, autant qu'on explore chaque film un différent type d'horreur, ce qui fait que c'est vraiment très intéressant. Puis, on y reviendra lorsqu'on parlera du troisième film pour l'autre affaire que j'ai à dire. OK. Mais bref, pour ce qui est du Fear Street partie 1 en 1994, c'est vraiment très lié. En fait, je pense que la manière dont ça set up, tu sais,
les films de Fear Street se passent en effet dans la ville de Shadyside, comme dans les livres, euh, qui est partagée en fait dans le même comté avec l'autre ville de Sunnyvale. Puis la manière dont il nous explique ça très rapidement, c'est que Sunnyvale est une ville qui a toujours été riche et prospère, puis Shadyside a toujours été le Hochelaga de, du Ouais. duo, avec plein d'amour de Hochelaga. Fait que, Chose à mentionner, dans les livres aussi, il y a toujours eu cette rivalité-là entre Sunnyvale et Shadyside. Sauf OK. que dans les livres, Shadyside n'est pas considéré pauvre. OK. OK. Ben, dans le film, ils font vraiment un point de le montrer, que comme les maisons à Sunnyvale sont très grandes et riches, tandis qu'à Shadyside, c'est pas le cas du tout. Euh, Puis, dans le fond, ce qui explique, c'est que Shadyside, depuis, en fait, des siècles, a des tueurs en série qui vont commencer à tuer une dizaine de personnes chaque à peu près aux 10 ou 15 ans. C'est pas un chiffre fixe, mais d'après ce que j'ai pu voir, on parle entre 12 et 15 ans entre chaque tueur. Genre. Puis, on ne sait pas ce qui se passe, mais en fait, la grosse rumeur, puis toute l'explication que les villageois, en fait, se donnent, c'est que il y a la sorcière Sarah Fear qui a lancé une malédiction sur la ville euh, en 1666 pour, en fait, faire que les habitants de Shadyside soient punis pour leur existence. Parce qu'ils ont sacrifié justement cette sorcière-là, si je me rappelle bien. Là. Oui, ben dans le fond, c'est ça. La sorcière les blâmait pour son exécution, donc c'est ça, elle les condamnait à mourir de la même manière. Donc, aussi mentionner que dans les livres aussi, il y a des personnes qui s'appellent Fear et ils sont considérés comme des sorciers puis des sorcières, mais Mm. peut-être pas un peu comme ils dépictent dans le film en question, mais c'est toujours quelque chose qui revient. OK, OK. Ce qui est, ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qui se passe dans les livres, mais spécifiquement, c'est la sorcière, elle lance sa malédiction parce qu'elle a fait un deal avec le diable. Puis je me demandais si c'était quelque chose qui était exploré dans les Fear Street. Y a-t-il un deal avec le diable à quelque part dans les livres? Ben, c'est parce que dans les livres, on apprend qu'il y a plusieurs malédictions, puis qu'il y a plusieurs malédictions qui affectent la ville différemment. OK. Donc, ça dépend des malédictions. Il y en a qui vont avoir été faites par une autre famille qui parle dans le film, la famille Good, qui est la Mhm, famille rivale de la famille Fear. mhm. Et c'est tout le temps à cause d'histoires qui se sont passées entre les deux familles. Tu sais, une famille a malédictionné telle affaire, là, Puis finalement, c'est un peu leur bataille de famille qui ont créé plein de malédictions dans la ville et qui Mm. créent beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'il y en a une qui a été faite spécifiquement par le diable, euh, par la famille Fear? Je ne le sais pas. Mais il y a un livre où il y a une histoire d'une jeune fille qui vend son âme au diable. Donc, OK. tu sais, comme je te dis, je ne me rappelle pas tous les livres par cœur, Ouais, puis tu mais les as je pas toutes sais lues non qu'il plus. y a une histoire d'une fille qui vend son âme au diable. OK. Ben, tu vois, c'est quand même cool parce que, tu sais, je pense que ce que tu disais, c'est que il y a pas nécessairement de Easter eggs, mais qu'il y a beaucoup d'éléments de recettes qui ressortent, genre. Je Ben, pense que, justement, vu qu'on parle du premier film, vas-y. j'ai eu le flash de l'Easter egg. Le film commence sur la fille qui est dans le centre d'achat la nuit. Elle Oui, ferme son magasin et elle se fait attaquer par un meurtrier. oui. Il y Le a un dernier des, tueur dans la li- lignée. il y a un des livres qui s'appelle. Là, j'ai fermé la liste de livres, C'était un mais super chiller, je pense. c'est un super chiller, oui, exactement. Et c'est ça toute l'histoire du livre. C'est une fille qui se fait chase par un meurtrier dans un centre d'achat dans lequel elle travaille, mais c'est ça Oh. l'histoire de tout le livre. Comment qu'elle se cache, comment qu'elle se bat, tout ça contre le meurtrier. Donc ça, c'est un gros Easter egg. Là. Ça, je pense que c'est un gros, gros, gros Easter egg. Là. Ouais, 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 ouais. Puis en fait, pour continuer sur le Easter egg, dans le film même, cette fille-là travaille dans une librairie, dans le centre d'achat. Puis il y a une grosse étalage qui est toutes les couvertures des films, des livres de Fear Street, en fait. Oh, ça c'est nice. Parce que ça, c'est une affaire aussi. Les couvertures des livres Fear Street étaient toujours très originales. Là. Ça, Mhm. c'est quelque chose qui faisait que les livres se vendaient beaucoup aussi. Là. Mais tu sais, à l'époque, il fallait que tu fasses vraiment une belle couverture pour attirer
les bailleurs de livres, là, ça faisait partie de la game. Là. Mais tu sais, à l'époque, c'était pas genre photoshopé, c'était tout comme quasiment peint à main, là. Ben, c'était des images, ouais, c'est ça, comme peinturées, dessinées ou tout ça. Puis, tu sais, comme il fallait que ça tape l'œil, tu sais. Mhm. Puis avec souvent les titres sanglants, puis les titres comme... puis, Ouais, ouais, ouais. Si vous avez une chance d'aller googler genre Fear Street sur Google Images, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, les images de couverture. C'est vraiment cool, genre. Good. Oui, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Fear Street 1994, qui suit principalement un groupe d'amis de Shadysiders, donc de personnes qui viennent de la ville de Shadyside, qui se retrouvent un petit peu malgré eux comme étant la cible D'un meurtrier. en fait, de tous les tueurs de Shadyside qui reviennent de manière super naturelle. Puis, ils comprennent pas nécessairement pourquoi, mais ils assument que c'est parce ils ont malheureusement troublé la tombe de la sorcière. Puis, c'est pour ça que la sorcière décide de prendre sa revanche, en fait, pour leur manque de respect. Exactement. C'est très intéressant, en fait, quand même, parce que juste à travers les tueurs qui reviennent dans le premier film, je pense qu'ils remontent jusqu'au tueur de 1953, fait comme quelque chose comme 5 ou 6 tueurs dans le premier film, ce qui est quand même Ouais. déjà beaucoup. Mais ça te montre un range parce que comme t'as le tueur au masque de crâne qui est celui de 1994, qui est un petit peu un écho à Scream en tant que tel. Mais je pense que, pour être honnête, je pense que chacun des costumes de tueurs fait référence à un des costumes dans un des livres, je crois. Ben, c'est possible, mais en même temps, je trouve que ça fait écho à des classiques de films d'horreur qui t'aident à les situer dans le temps, genre. Ben, les livres ont beaucoup été écrits comme ça aussi, là. Ben, je te crie. Mais oui, c'est ça. Fait que t'as le tueur au crâne qui fait très 1990, t'as 1978 qui, Celui de lui, paille, là, comme. ouais, c'est lui qui a un sac de jute sur la tête, puis qui court après tout le monde avec une hache. Qui est clairement une référence, premièrement, on va se dire, à Jason Voorhees. Oui, excepté pour le fait qu'il court. Ouais. Mais oui, et c'est vraiment une grosse référence à ça. Puis en fait, c'est comme on y reviendra quand on parlera du deuxième film. Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, le premier film a surtout été comme inspiré justement des slashers de 1990, donc, mais spécifiquement de Scream. Autant pour les les différents scènes de chasse, mais aussi comme juste pour la manière dont il y a beaucoup de manières. Ok, ben, il parle de la malédiction, mais veut pas, quelque part, il parle aussi des règles de la malédiction. Puis Ouais. je pense que ça aussi, c'est un écho à Scream, de comme, OK, la sorcière a été séparée de sa main, ce qui fait que Ben, c'est ça, c'est que les histoires viennent avec leurs règles de, OK, un peu comme la recette du slasher, Mhm. recette qui est utilisée beaucoup dans les années 90, justement, au niveau de l'horreur, et Oui, qui ont été beaucoup utilisées dans les livres aussi. Tu sais, ouais, veux pas, quand tu as une recette qui marche, ben, tu la recette l'utilises. marche. Oui, fait que dans le fond, après avoir réalisé que tous les tueurs sont probablement après eux, parce qu'ils ont probablement troublé la tombe de la sorcière, nos jeunes protagonistes décident de faire comme tous bons adolescents, donc établir un plan pour tuer une gang de monstres. Euh, Exactement. Puis dans le fond, ils décident donc de faire un plan d'attaque à l'école secondaire. Puis c'est alors qu'ils sont en train de faire un plan d'attaque à l'école secondaire pour essayer euh, De et- se libérer des ben, meurtriers. oui, et survivre, qui finissent par réaliser que, en faisant leurs recherches sur les anciens tueurs, euh, oui, sur les anciens tueurs, ils réalisent qu'il y a déjà eu une survivante du, en fait, du tueur de 1978. Puis, ils essayent de comprendre, mais quelle est l'affaire qui a fait qu'elle a survécu. Puis on se rend compte qu'elle, elle a été justement au camp Nightwing qui a été, en fait, qui va faire partie du deuxième film. Ben, Euh, ils vont rencontrer, à la fin du film, ils vont rencontrer la dite madame. oui, exactement. Ce qui nous amène dans le deuxième film où la madame nous raconte son histoire qu'on voit en film. Oui.
Puis, tu sais, parce que c'est Fear Street, bon, fait qu'il y a non seulement un centre d'achat sur Fear Street ainsi qu'une école secondaire, mais il y a aussi un camp de vacances. Ben, le camp de vacances doit être dans la forêt quelque part, tu sais, Ben, c'est ça que proche je me du lac. dis. Parce que je me disais, ben oui, très proche du lac parce que le lac fait partie. Ben, tu disais, je pense qu'il y avait un endroit avec des chalets, mais ça, c'est très Ouais. ça, là, tu sais. Fait que dans le fond, Fear Street 2, 1978, qui est en fait, très franchement inspiré de Friday the 13th, comme tu l'as dit. Mais aussi, la réalisatrice dit que ça a été son inspiration principale. Dans le fond, c'est très. On établit tout le camp de vacances, parce que c'est un camp de vacances où est-ce que autant des jeunes de Sunnyvale que des jeunes de Shadyside viennent. Puis, on explore en fait à travers le regard de deux sœurs qui sont des Shadysiders, qui sont tous les deux. En fait, il y en a une qui est rousse, puis il y en a une qui a les cheveux bruns, puis qui est intelligente. Exactement. Euh, euh, mais dans le fond, c'est ça. On les explore en fait qu'est-ce que c'est dans le fond autant du côté des campeurs parce qu'il y a une sœur qui est plus jeune, autant que du côté des animateurs parce qu'il y a une sœur qui est plus vieille. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le camp? Et aussi, il nous montre beaucoup quelle est cette guerre-là entre Sunnyvale puis Shadyside parce que tu vois à quel point autant les jeunes que les adolescents que les adultes de chaque côté se détestent pour mourir, là. Oui, Au écoute, point où ça en est violent, là. ben oui. Écoute, on a parlé du début du premier film. Je pense que c'est fair qu'on parle du début du deuxième film. Le début du deuxième film, la petite fille rousse se fait mettre dans un fake bûcher où est-ce que il y a des ados de Sunnyvale qui veulent littéralement la brûler vivante. Juste Parce pour qu'elle est le fait. rousse. Oui, juste parce qu'elle est rousse, puis aussi parce qu'elle est Shady Siders, tu sais. Ouais. Fait comme, mais ça t'en dit beaucoup sur à quel point est-ce que la violence est vraiment gratuite entre les deux, juste pour le fait qu'ils viennent d'une ville différente, tu sais. C'est vraiment comme. C'est vraiment intense, là. Puis, tu sais, genre, ils font pas juste faire semblant, là. Ils ont pété à gueule, elle saigne du nez, puis l'autre fille, elle crisse carrément le feu avant que l'autre gars arrive puis l'éteigne, là. Exactement, exactement. Puis, dans le fond, ce qui est très intéressant, en fait, dans Fear Street 2, c'est qu'on explore vraiment comment est-ce que la sorcière commence à prendre possession d'un tueur. Parce que un des animateurs qui est, en fait, un des animateurs qui est proche des sœurs, Oui. euh, en fait, finit par, à un moment donné, juste Shut down tombe. Ouais, c'est complètement, ça. changer de personnalité. Son regard tombe vide, les mouches commencent à y courir après, puis 2 secondes après, bam, premier meurtre. Puis c'est très, très intense. Parce que autant je trouve que le premier Fear Street, ça te montre une différente collection de différents tueurs supernaturels. Il y a quelque chose de très spécifique au slasher de camp d'avoir quelqu'un de vivant qui te court après pour te tuer. Puis, Assez brutalement en plus. on le sait, tu sais, c'est même pas un punch de dire c'est qui dans ce film-là, le meurtrier, dans le sens où Il le nomme on dans le le sait punch. déjà dès le début. Ouais. Mais tu sais, ce film-là est vraiment pas comme. Il n'est pas un whodunit and why, c'est vraiment beaucoup pour un, comme Why? tu dis, qu'est-ce qui se passe quand le meurtrier devient un meurtrier? Genre, c'est comme, Ouais. il nous montre ce processus-là, tu sais. Vraiment. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle ils sont possédés, c'est qu'ils trouvent en fait l'antre de la sorcière, où est-ce qu'ils trouvent en fait le nom des tueurs engravés sur les murs, tous les tueurs à partir du premier en 1666. Mhm. Puis, dans le fond, ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils ont trouvé l'endroit où la sorcière aurait fait son pacte avec le diable, ce qui aurait impacté donc la terre elle-même, puis au-delà de ça, aurait... en fait, c'est là où que ça a tout commencé. Ouais. Euh, Puis dans le fond, on explore beaucoup, beaucoup de choses en fait à travers cette réalisation-là, mais tu sais, on découvre
un petit peu plus sur le processus de comment un tueur est choisi. On découvre beaucoup sur l'idée de comment est-ce qu'un tueur peut revenir super naturellement par après, parce qu'il trouve un gros amas de chair dégueulasse qui peut se transformer en n'importe quoi. Ouais. Puis, finalement, Pourquoi le tueur est intuable aussi? oui, en effet. Puis, vraiment, là, c'est vraiment Comment, intense. comment le tueur choisit ses victimes? Oui, parce que dans le fond, une affaire qu'on remarque vraiment très, très intense, là, le tueur dans Fear Street 2 va tuer que des jeunes de Shadyside. Au Mhm. point où est-ce qu'il va passer quelqu'un de Sunnyvale entièrement disponible pour aller directement vers les Shadysiders. Euh, Exactement. Fait que, tu sais, ça démontre que la malédiction est vraiment spécifiquement faite pour cette ville-là, tu sais. C'est exactement parce que c'est plate à dire, mais les personnes de ce niveau, les autres, saines et sauves. Aucun problème. Même qu'à un Oui, moment donné, le meurtrier passe devant des jeunes. Ils sont comme ah! Mais c'est des petits Sonny Vaillet, puis il fait juste passer à côté comme s'il les voyait même pas. Genre. exactement, tu sais. Puis, c'est vraiment intéressant de voir la manière dont ça se fait. Je pense que un truc qui est très intéressant, c'est que, bon, dans le premier film, on trouve le corps de la sorcière. Dans le Oui, deuxième film, on trouve la fameuse main qu'elle a coupée pour faire son pacte avec le diable. oui. Euh, Puis on réalise que les deux ont le même type de fleurs qui poussent autour, puis que c'est vraiment... en tout cas, c'est tout un détail, là. Oui. Mais C'est que c'est... finalement, en se faisant raconter cette histoire-là, les petits jeunes de 1994 qui se font raconter cette histoire-là par la survivante, Mhm. parce que là, en découvrant justement le curse, ils se rendent compte que euh, la, la main girl n'est pas obligée de mourir. Il faut juste que sa vie soit traumatisée à un point que ça change sa vie. Sa Hmm, mort n'est pas nécessaire. ben, en fait, je vais te corriger, parce Ah que oui. la raison pour laquelle la rousse... Ok, spoilers, I guess. La raison pour laquelle la rousse a fini par survivre pour être en 1994, c'est parce elle est morte, puis elle a été ravivue après. OK, ouais, ouais. Ben, Ravivue, oui. elle a été revivue. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même assez intense. Puis évidemment, elle est rousse, fait que c'est elle qui survivait. Là, ça fait partie de la recette. Ça, c'est une recette dans les Fear Street. Si à un moment donné, il y a une rousse dans un des films puis qu'il la tue, c'est plus un Fear Street. Je fais une blague, là, mais quasiment pas. T'sais. Ben, Ben, pour si. être honnête, je vais être 100% honnête, là. Quand j'ai vu que la petite fille du deuxième film était rouge, j'ai dit c'est elle qui survit. Dans le sens, je niaise même pas, là. C'est comme, c'est elle qui survit, c'est clair. Oh, oui. Écoute, ben, c'est vraiment. Honnêtement, autant que j'adore toutes les Fear Street, autant que je pense que le deuxième reste comme mon préféré, selon moi. Parce Ben, que, le deuxième, il s'ancre beaucoup dans les slashers qu'on connaît de notre oui, enfance aussi, veut pas. ben, c'est ça, mais je pense aussi la manière dont ça explore voyons, la sorcellerie derrière la malédiction. J'ai Mhm. l'impression que comme ça vient me chercher plus aussi. Genre, je trouvais ça intéressant d'apprendre le lore, tu sais. Ouais. Euh, Et là, alors qu'il découvre tout ça, et que là, il découvre, oh my God, ça vient tout de cette fucking sorcière-là qui était en 1666, ce qui nous amène au troisième film. Parce que dans le fond, ils sont capables de, avec l'histoire de la deuxième, de la survivante dans le deuxième film, ils sont capables de retrouver où est la main. Là, ils ont le corps. Puis dans leur idée, c'est ben, s'ils sont capables de réunir les deux, boum. Puis tout ce que ça fait que la main girl a comme une grosse vision qui la ramène en 1666. Exactement. Ce qui est très intéressant avec 1666, c'est que là, on explore comme l'horreur historique, en fait, là. Oui, puis l'horreur un petit peu plus psychologique aussi. Oui, vraiment, vraiment. Euh, Sans que ça ressemble à The Witch, c'est un peu plus cette vibe-là, mettons. oui. Si je me base au niveau des livres, ça a le plus la vibe des livres Fear Street Saga aussi. Ben, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu me parlais dans les livres, parce que
Tu disais qu'ils reviennent dans le passé pour expliquer c'est quoi qui a été l'origine de la malédiction, puis c'est littéralement ça qui se passe dans le troisième film, tu sais. Fait que Mhm. c'est vraiment intéressant de voir qu'ils ont quand même gardé cet élément-là aussi, tu sais. Ben, c'est justement un des points que je voulais amener. Moi, ce que j'ai adoré de la trilogie de films, écoutez, puis je vais en parler après, je vais juste le dire vite, vite, c'est que chacun des films a respecté un élément différent de la collection de livres, là. C'est fou comment que c'est. La personne qui a écrit les films, la personne qui a réalisé les films, il connaissait le matériel de base, Oui. mais à 100%, là. Mhm. OK, on va parler du troisième film parce que sinon, je vais juste me mettre à louanger ça, là. Ben, dans le fond, un élément qu'on n'a pas encore mentionné, puis ça me surprend qu'on ne l'ait pas fait, là, parce qu'on est tous deux gays. Il y a une grosse histoire de lesbianisme dans 1994, Oui. parce que deux des protagonistes sont comme dans une histoire d'amour-haine ensemble. Puis on Oui. réalise, en revenant à 1666, que, ben, en fait, la, la protagoniste principale revient dans le corps de Sarah Fier pour se rendre compte que la raison pour laquelle tout le monde aimait pas Sarah Fier, c'est parce qu'elle était aussi une lesbienne avec la fille du prêtre. Est-ce que ça te Exactement. rappelle des souvenirs de région, David? Oh my God! Mais effectivement, on disait qu'elle était une sorcière. C'est une des raisons pour laquelle on la traitait de sorcière aussi. Puis tu sais, comme on s'entend que c'était en 1666, c'était pas une relation ouverte qu'il y avait. C'était très, très, très... Euh, c'est très c'était... on the low, là. Tu sais, comme Oui, oui, c'était plus on vraiment the low genre... que ça, là, t'es dans le bassin de l'Atlantique. T'as trouvé l'Atlantis, là. Vraiment. Comme, c'est très... Ça demeure très... c'est beaucoup plus dans la séduction à la Pride and Prejudice que d'autres choses, là. Oui. Mais ce qui est très intéressant, en fait, puis ça, c'est un élément de production plus que d'autres choses, mais comme dans Fear Street 3, tu sais, comme la protagoniste se voit revenir en 1666, mais que ce que je trouve vraiment cool, c'est que toutes les personnes, les personnes qui ont joué des personnages dans Fear Street 1 et Fear Street 2 reviennent pour faire comme leur... C'est parce que j'avais une phrase. Euh, toutes les protagonistes reviennent pour, Les en fait, acteurs reviennent et jouent un autre rôle dans cette année-là. c'est ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils jouent un petit peu comme leurs ancêtres les ancêtres en fait de leurs personnages. Oui. Fait que c'est très intéressant. Puis, dans le fond, on Puis en finit par même ça. temps, ce que j'aime, c'est que vu que c'est la personnage principale qui a une vision du passé, Mhm. moi, je trouve ça intéressant que ce soit des personnes qu'elle connaît qui jouent des rôles parce que moi, je me disais peut-être que les gens ne ressemblaient pas à ça, mais étant donné que c'est ça, vu que c'est ça qu'elle connaît de ces familles-là, c'est ça qu'elle connaît, c'est comme ça que son cerveau interprète la vision, tu sais. Mhm. Mais on le voit en fait, parce qu'elle, quand elle se regarde dans un miroir ou dans une flaque d'eau, elle voit qu'elle est Sarah Fier, mais que c'est pas sa face à elle, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça, c'est que elle interprète la vision comme ça. Puis en Oui. même temps, tu sais, je veux dire, veut pas, ça nous aide autant, nous, l'audience, que elle, que la vision, à avoir plus de contexte, là. Oui, ben c'est parce qu'à un moment donné, rendu à 3 films de 3 générations, c'est le fun de savoir comme qui appartient à quelle famille un petit peu, là. Ouais, 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 exactement. Puis, dans le fond, on réalise que il y a une sorcière qui fait de la sorcellerie, en fait, dans ce village-là, mais qui n'est pas Sarah Fier. Puis, éventuellement, on réalise qu'elle a le livre qui sert à être capable de faire le pacte avec le diable, Mhm. pour finalement se rendre compte que ce n'est pas Sarah Fier qui fait un pacte avec le diable. On ne dira pas le côté punch de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui crée exactement la malédiction, parce que ça, je pense que c'est un punch important à ne pas mentionner. Oui, Mais c'est là qu'on découvre que Sarah Fier n'était pas la mauvaise personne de l'histoire et donc que son nom a été galvaudé pendant des décennies et des décennies pour fuck all. en effet. Puis on réalise que la comptine qu'on se rappelle de Sarah Fier, en fait, est un avertissement contre la vraie méchante Exactement. ou méchante. C'est comme. T'as dit la vraie méchant. Ouais, c'est ça. Tu veux vraiment pas qu'on sache chez qui? La vraie méchant. C'est à Hey, deviner écoute, si c'est un gars ou une fille, parce que moi, j'ai dit la vraie méchant. c'est exactement ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant en fait parce que
après ça, Mhm. après que tu réalises que, bon, là, on voit en fait un petit peu la fin de l'histoire de Sarah Fear. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Fear Street 3, autant que c'est 1666, autant que à la fin de la vision, là, on revient en 1994 pour finalement finir l'histoire avec nos protagonistes qui vont Oui. se battre contre la méchante. Ils vont se battre contre la méchante, la personne qui est la vraie méchante. Oui. Et justement, c'est comme OK. Et qui vont tenter de mettre fin à la malédiction aussi. Mhm. À quel résultat, c'est à vous de voir. Exactement. Ça c'est rendu à ce moment-là. Ça, c'est à vous de voir parce que malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire si on veut garder le punch. C'est ça. On essaye de vous garder beaucoup de plaisir. Puis honnêtement, même avec ce qu'on vous a déjà dit, vous allez quand même avoir beaucoup de plaisir. Oui, oui, oui. On a quand même, tu sais, on a l'air d'en avoir dit beaucoup, mais si vous saviez le nombre de choses qu'on a censurées pour que vous puissiez apprécier les films, là, vous seriez surpris. Vous nous vénéreriez, en fait. Bref, Non, on est des dieux. On est des dieux du non-spoiler. depuis 2 épisodes. Ouhou! Ce qui est très intéressant puis cool à savoir, en fait, c'est que autant que la trilogie a été finie, autant que la réalisatrice ainsi que les personnes qui ont filmé, qui ont été les acteurs dans les films, ont exprimé qu'ils seraient intéressés à revenir pour explorer d'autres tueurs dans cette lignée-là, incluant donc le tueur des années 1950, qui est le laitier, Oui, puis d'autres trucs comme ça. Mais R.L. Stein a lui-même confirmé qu'il y avait des discussions pour avoir d'autres films de développer dans cette série-là. Et oui. Netflix a aussi depuis confirmé qu'il y allait avoir d'autres films dans cette Ben, ça série-là. a été confirmé qu'il y avait déjà des choses en production. Exactement. Quoi? On ne sait pas, Parce que la mais... pandémie. Et Mais. l'affaire, c'est que autant qu'ils peuvent continuer à exploiter cette malédiction-là, puis aller d'année en année, puis montrer différents tueurs, ce qui pourrait être intéressant, que sans nécessairement que ça se focus sur la malédiction, mais que genre que ça devienne un whodunit là, de c'est qui le Mhm, tueur caché, genre, mhm. ça pourrait être intéressant. Mais le fait est que c'est qu'il y a tellement de choses à faire avec Fear Street que ça peut être une autre malédiction. Ça peut ne pas être une malédiction du tout. Ça peut être tellement de choses différentes parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à Fear Street. Ils ont quand même un éventail de choses qu'ils peuvent faire et ils peuvent se promener d'une année à l'autre dans le passé, dans le présent. Moi, ce que j'aimerais, c'est sûr que autant je veux qu'il reste un petit peu dans les années 80, 90, tout ça, Mhm. j'aimerais ça voir, genre, comme qu'il y ait un film qui montre c'est quoi, mettons, la vision de ce que serait Fear Street dans les années 2020, tu sais. Mhm. Comme, tu sais, il y a ça aussi qui est comme, selon moi, vraiment intéressant, là. C'est vraiment cool. En fait, c'est ça qui m'a allumé le plus quand tu me parlais des livres, c'est que tu me disais qu'il y a en fait différentes malédictions qui se sont croisées, genre, puis Oui, tu sais, à partir de là, si tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait avec une inspiration de quelques éléments de quelques livres de Fear Street, mais voir ce qu'ils ont fait avec ça, ils seraient capables de faire littéralement, en fait, une panoplie de films, là, comme. ben exactement. Écoute, et puis il y a des choses qui sont différentes aussi. Prends un peu, genre, si mettons, on prend la trilogie de livres 99 Fear Street. C'est une Mhm. maison sur Fear Street, c'est 3 histoires d'horreur différentes avec 3 familles différentes, mais le lien, c'est qu'ils ont tous habité dans cette maison-là. Mhm. Je veux dire, il y a quelque chose à faire aussi avec ça. Tu peux Vraiment. avoir le même concept que les films, tu sais, comme dans 3 années différentes, tout ça, qui peut revenir dans le même concept, mais ou le parc d'attractions, ou, tu sais, il y a tellement plein de choses qu'ils peuvent faire et autant ils peuvent rentrer dans le supernaturel, qu'ils peuvent rentrer dans le witchy, qu'ils peuvent rentrer dans le slasher. La seule chose qu'il n'y a pas dans Fear Street, c'est des monstres. Intéressant. Sauf dans une trilogie où il y a des vampires. Mais ça, on n'en parle pas. Celle-là, j'essaie de l'oublier pour vrai parce que je vais être honnête, celle-là me déçu. Qu'il y ait des fantômes sur des fantômes, des sorcières,
des meurtriers en série. Ça, mais comme, je vais être honnête, même, il y a même un chat, il y en a même un, c'est un chat possédé par Satan, là. On s'entend, écoute. OK, mais je veux ce film. Je veux ce film. Mais je vais être honnête, quand ils ont fait la trilogie avec les vampires, cette trilogie-là, j'étais tellement comme déçu. Dans ma tête, celui-là dénaturait un peu Fear Street. Fait que c'est quelque chose que j'espère qu'ils n'iront pas vers, tu sais. Ça venait diluer la mythologie, dans le fond. Ouais, pour moi, ça diluait un peu ce que c'était parce que, justement, tu sais, comme souvent, Fear Street a rapport avec malédiction, répercussions de choses qui se sont passées dans le passé. Tu sais, comme, c'est toujours comme ça, tu sais. Je veux dire, il s'est passé telle affaire dans la maison où un jeune va aller habiter dans une maison puis va commencer à virer fou. Comme Fear Street a cet effet-là sur les gens, genre. OK. Tu sais? Puis, ça parle beaucoup souvent de folie, d'obsession. Souvent, les personnes qui habitent sur Fear Street finissent par obséder sur quelque chose ou devenir extrêmement violent ou devenir stalker. Ou Fear Street a un effet sur la psychologie des gens. Tu Genre comprends? comme une espèce de corruption qui se passe, genre, dans Oui, l'espace. dans le sens où même des personnes qui seraient normales peuvent être corrompues, tu sais. Fait il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire. Puis autant qu'ils peuvent faire où on garde la même recette que les 3 films parce que ça a marché, mais même en gardant cette recette-là, ils peuvent tellement faire autre chose de complètement différent. Tu sais, comme je te disais, là, ce qui se passe dans la même maison, ou les 3 qui se passent dans le même parc d'attractions, ou Ouais. les 3 qui se passent dans le même. Tu sais, comme il y a moyen, tu sais, s'ils veulent garder la recette du 3 films, ils ont quand même moyen de moyenner. Mais s'ils veulent faire une autre recette, ils ont aussi moyen de moyenner. Tu comprends? Ils ont beaucoup de sources d'inspiration qu'ils pourraient prendre. Exactement. Puis s'ils font quelque chose comme ils ont fait avec ces 3 films-là, écoute, je te le dis, moi, quand j'ai vu qu'il y avait les films Fair Street, j'étais excité, mais j'avais peur. Parce que j'étais comme, on est dans les années 2020, comment ça va se faire? Ouf, est-ce que ça va ressembler à ce que j'aimais? Tu sais, comme quand il y a une source matérielle qui vient de quelque chose que tu aimes beaucoup, là. Tac. Je dois dire par contre que après ces films-là, en fait, j'ai hâte de voir, puis j'ai confiance en la réalisatrice Lee Janiak, à savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir sortir après. Mais elle, en plus, ce que j'aime, c'est que, tu sais, ils l'ont interviewée sur voir s'il était intéressé à faire d'autres Fear Street. Et justement, elle a dit, l'univers des Fear Street est tellement vaste. L'univers du curse qu'on a utilisé, c'est tellement une seule partie de ce que peut être Fear Street. Elle dit que j'aurais aucun problème à retourner dans cet univers-là et pouvoir quand même faire des choses tout à fait différentes. Which makes me. Je m'en allais switcher en anglais. Ce qui m'excite vraiment beaucoup, pour être honnête, parce que je feel vraiment qu'elle comprend c'est quoi Fear Street. T'as l'impression qu'elle est aussi elle-même fan. Oui, exactement. Je vais être honnête, je ne sais pas à quoi la réalisatrice, la dame, ressemble. Je ne l'ai jamais vue physiquement. J'ai juste lu comme des choses qu'elle disait là, que justement, je cherchais s'il va y en avoir d'autres. T'sais. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit dans le groupe d'âge qui fait qu'elle pouvait elle-même être fan de ces livres-là quand elle était jeune. Là. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on parle souvent d'adaptation, puis on dit souvent que comme ce qu'on donnerait juste pour laisser un fan être la personne qui fait les trucs. Puis honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé, tu sais. Mais tu le sens, Oui. quand le réalisateur, le directeur ou même la personne qui a écrit le film, quand il est un vrai fan de ce qui fait un remake, un reboot, une adaptation, tu le sens dans le film. Tu le Vraiment. sens cet amour-là qui est là. Et dans Fear Street, je l'ai senti dans chacun des 3 films. Mais je suis content que ça ait pu aller te toucher dans ton cœur de fan. Et je vais être honnête, normalement, tu sais, le 3e film, l'histoire dans le passé, c'est un type d'horreur que, tu sais, comme à la The Witch, que normalement, ça ne me rejoint pas vraiment. Parce que je viens d'apprendre que ça avait été cette réalisatrice-là qui avait été annoncée pour faire le remake de The Craft, puis elle avait été kick-off du projet après. Ouais, parce qu'apparemment qu'elle était trop. Elle était trop attachée à l'ancien. Ce qui, selon moi, n'est pas un problème, mais bon.
Ben, tu sais, je me dis, en tout cas, bref. En tout cas, on n'en Bref. reparlera pas. Mais non, c'est ça. Et moi, je suis déjà excitée de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Écoute, ils feraient une série télé que genre, je me pisserais dessus. J'attends avec impatience les prochains films Fear Street. Je sais Franchement, on a même fait pas le quoi, tour. je sais même pas quoi dire d'autre à quel point, genre, cette série de films-là est venue me chercher autant en tant que fan et autant en termes d'originalité relativement aux films d'horreur qui sont sortis dernièrement. Tu sais, on s'entend que C'était c'est très pas rafraîchissant. c'est même pas des films d'horreur gore vraiment intenses, là. Tu sais, c'est quasiment de l'horreur pour tous, là. T'sais? Mais c'est tellement efficace et bien fait que. Puis c'est ça qui me tue. Tu sais, les gens, ils disent, ouais, mais les films d'horreur, c'est tout le temps tout pareil, c'est plate, nanana, nanana. Et avec Fear Street, ils ont prouvé que non seulement tu peux réutiliser une recette qui existe déjà, Mhm. mais qu'en plus, tu peux la réinventer en la gardant. Tu peux rendre ça intéressant. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense qu'ils ont pris une chance de prendre un matériel qui a quand même vieilli là, à ce moment-ci, là. Puis ils l'ont seulement remis au goût du jour, puis adapté pour un public qui ne le connaissait pas. Mais en plus, ils ont pris le temps d'innover en faisant hommage à des choses qu'on aimait déjà. Tu sais, veux pas, oui, la raison pour laquelle on aime ces films-là, c'est parce qu'ils nous rappellent des films qu'on a déjà aimés. Mais chaque film a innové. Chaque film en fait, a poussé plus loin l'enveloppe. Je Ouais. pense que c'est ça qui est très intéressant, en fait, c'est que ça nous a quand même donné, comme tu dis, une recette qui a déjà fonctionné, mais ils nous l'ont donné avec une nouvelle saveur, un nouveau goût. Puis, je dois te le dire, là, il y en a bien des films d'horreur que j'ai vus là, dans les dernières années, puis ils sont pas tous bien écrits avec du dialogue touchant. Les Fear Street le sont. Ah non, oui. Tu sais, je vais être honnête, puis moi, j'ai un problème avec ça, pas juste avec les films d'horreur, mais avec les films en général. J'ai l'impression que plus ça va, puis plus les dialogues, puis plus la complexité, on dirait qu'ils éliminent la complexité des films, autant des films d'horreur que des films normaux. Puis des fois, je me retrouve à écouter un film que le synopsis est bon, mais que ça a été fait d'une façon tellement insipide que tu te retrouves comme ah, Mais les personnages se retrouvent souvent comme avec juste une dimension, puis ils n'ont pas assez ils ont pas assez de jus pour être attachants. exactement. C'est comme s'il était là juste pour le film puis qu'il n'y avait pas de backstory. Tandis que dans les films Fear Street, justement, tu sens que les personnages ont une histoire, tu t'attaches à eux. Sans donner de punch, il y a un des personnages du film à un moment donné qui meurt et j'ai eu de la peine. Mhm. J'ai eu de la peine parce que je m'étais attaché à ce personnage-là. Et c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui dans un film d'horreur. C'est rare que je m'attache à un personnage, là. Vraiment. Puis une chose que je trouve euh, intéressant à noter en fait par rapport au Fear Street, c'est que tu sais, à part deux qui me viennent en tête, là, tous les acteurs qui ont été utilisés, ce ne sont pas des acteurs qui sont connus. C'est pas du gros Mhm. budget, c'est toutes des personnes qui sont relativement nouvelles sur la scène. Puis ça a quand même, tu sais, ils ont été quand même, puis ils ont pris une chance sur des nouveaux, mais ils ont quand même vendu quelque chose de super bon à la fin, là. T'sais, ils ont quand même pris une nouvelle génération d'acteurs. Oui, puis une autre chose qu'on n'a pas mentionné, mais que je veux vraiment prendre le temps de mentionner, c'est que Fear Street est une série de films sur des adolescents avec des adolescents qui jouent des adolescents. Ce qui est très, Oui, très, très rafraîchissant aujourd'hui. aussi. Tu le vois que les acteurs n'ont pas 36 ans, là. Non, c'est ça. Tu sais, tu les vois au secondaire, puis t'es comme, ah, tu dois être au secondaire. Tu sais. Exactement. Mais écoute, sur ce, l'épisode se termine. Oui, parce qu'on s'étire dans le temps. Exactement. Et écoute, comme tu sais beaucoup, j'aime terminer mes épisodes sur un conseil/recommandation de la semaine.
Donc, j'aurais besoin que tu me dises, jeune Padawan, est-ce que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine? Écoute, je vous recommanderais pour ceux qui sont dans la région de Montréal, je vous recommanderais un petit restaurant de mexicaine authentique de cuisine mexicaine authentique qui s'appelle Arriba Burrito. C'est sur la rue Saint-Denis, tout près du cinéma du Quartier Latin. C'est honnêtement très bon. J'ai mangé là hier et j'ai accompagné mon burrito d'une margarita qui était épicée, qui était très, très, très bonne et qui m'a rendu un petit peu chaud. Fait Tipsy? que, Pompette, pompette. oui, j'ai pompé ma margarita puis elle m'a rendu pompette aussi. Fait que je vous recommande, ça a été un très beau rendez-vous galant que j'ai eu hier et ça a bien permis de fermer ma journée. Fait que fermez bien vos journées là-bas aussi. Moi, ce que je vais vous recommander, mon conseil / recommandation de la semaine va être le suivant. Allez donc faire un escape room. Hey, ben oui, C'est le fun. Faut que tu sois un peu brillant, faut que tu aies 2-3 amis au moins. Faut que tu sois capable de sortir de la chambre, mais il y en a plein à Montréal. Il y en a sûrement plein partout, mais c'est tellement le fun. Je pense que dans les 3 derniers mois, j'ai été en faire 3. J'en ai réussi une. Écoute, les escape rooms, c'est vraiment intéressant. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est qu'on vous enferme dans une pièce, puis avec des indices, il faut que vous réussissiez à vous libérer de la pièce. Ce que je vous dirais même pour bâtir sur ton conseil, c'est qu'on a utilisé ça, notre organisme communautaire, quand on a commencé notre année comme un exercice de team building. C'est une très bonne idée pour même vos idées. Oui, puis vous allez voir lequel de vos amis aussi pogne les nerfs facilement. Oui, puis lequel de vos amis est intelligent. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Tu vas-tu faire la conclusion à ma place, toi, Chris? Ben, écoute, vas-tu la faire? Ben oui, je vais la faire, là. Ben, vas-y. Sur ce, la semaine prochaine, je vous apprends comment tuer vos amis quand ils essayent de faire vos conclusions à votre place. Bonne chance. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.